Donc, on va parler de la vaccination sur le RSV. Et comme vous savez, actuellement, le RSV prend de plus en plus de l'ampleur au niveau épidémiologique. Donc, le RSV, le virus respiratoire syncytial, est un virus à ARN simple brun avec une seule chaîne et qui a la particularité d'avoir deux protéines au niveau de sa surface. Il y a une protéine F qui est une protéine de fusion de surface et une protéine G. La protéine G permet au virus de se fixer sur les cellules ciliées de voie respiratoire inférieure. Et la protéine F, c'est une protéine de fusion qui permet d'internaliser le virus pour rentrer au niveau des voies respiratoires inférieures. Et cette protéine F permet également à toutes les cellules qui sont déjà à l'intérieur des voies respiratoires inférieures de fusionner entre elles. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on parle de terme de syncytia. Lorsqu'elles fusionnent, toutes les cellules ont fusionné entre elles. On le voit également ici. C'est une simple cellule avec un seul brin avec deux protéines de surface, la protéine F et la protéine G. Alors, la protéine F a la particularité de changer de configuration en fonction qu'il est en forme avant la fusion avec les cellules et après qu'il est internalisé à l'intérieur des cellules. Donc, on le voit bien ici. J'ai une protéine G qui cible les cellules épithéliales, en particulier les épithéliums ciliés. Et puis, j'ai la protéine F qui facilite la transmission des cellules à cellules et la fusion des cellules entre elles. C'est ce qu'on appelle le syncytial, d'où le nom de respiratory syncytial virus. Et alors, cette protéine F qui se trouve au niveau de la surface sert également de cible pour faire comment dire ça, pour générer le vaccin en tout cas. Donc on voit qu'il a plusieurs configurations, une configuration avant la fusion et puis il change les configurations après la fusion, post-fusion. Le virus du respiratory syncytial, c'est un virus qui se transmet par inhalation. Il est un peu comme tous les virus respiratoires qu'on trouve pendant la période hivernale. Il se transmet par inhalation et par contact. Il peut se propager au sein d'un groupe, une famille, ou dans des écoles, ou dans les institutions. Il a le taux de reproduction, ce qu'on appelle le R0 à 3. Maintenant, avec le COVID, on sait tous ce que ça veut dire le R0. Donc, quand une personne est infectée, il peut en infecter jusqu'à 3 personnes autour d'elle. Et alors, c'est un virus qu'on trouve surtout dans l'hémisphère nord, mais à la fin de l'exposé, vous parlerez de la situation au Maroc également, qu'on trouve dans l'hémisphère nord. Et la période de la saisonnalité, c'est surtout entre le mois de septembre et plus ou moins vers le mois de mars à avril. Et alors, comme vous le voyez ici, il culmine surtout pendant la période hivernale et il se termine plus ou moins pendant la période printanière. Alors, on voit ici l'évolution du virus de 2009 à 2015 à peu près. On a remarqué par contre une particularité, c'est que depuis qu'il y a eu le COVID, avant le virus arrivait un peu plus tard, donc ça c'est toutes les courbes que vous voyez ici à côté, en bleu, en pointillé. Il arrivait un peu plus tard pendant l'année, vers septembre, il se terminait plutôt vers mai-juin. Mais depuis qu'il y a eu le COVID, probablement peut-être par sélection ou on ne sait pas très bien pourquoi, le virus arrive un peu beaucoup plus tôt. Vous voyez, il arrive plutôt fin août, début septembre, et le pic est plutôt vers septembre, et puis il arrive un peu plus tôt par rapport à ce qui se passait auparavant. On le voit également dans les autres pays. Ça a été la même chose tant au Japon, aux États-Unis ou en Angleterre. Avant, c'était beaucoup plus tard, mais depuis le COVID, c'est les courbes en mauve ici, ça arrive de manière un peu plus précoce. C'est une maladie qui touche tous les âges, donc aussi bien les enfants que les adultes. On dit pratiquement que tous les enfants, jusqu'à l'âge de 2 ans, ils auront tous contracté au moins une fois. Ils auraient rencontré le virus encore au moins une fois dans leur vie. Et alors, on a la particularité, c'est que la réponse immunitaire après une infection naturelle est incomplète et de courte durée. Ce qui fait que la réinfection par le RSV peut survenir tout au long de la vie. Et alors, en plus, on remarque que quand ça atteint les personnes âgées, surtout quand ils ont des comorbidités, ils courent un risque encore plus grand de faire une affection beaucoup plus grave et comme je le montrerai tout à l'heure, et avoir également des complications beaucoup plus importantes. Alors, donc, je disais, ça atteint les enfants entre 0 et 4 ans surtout. On dit près de 22% de toutes les infections respiratoires basses. En Europe, en 2019, on a eu plus de 3 millions de cas chez les plus de 60 ans et plus de 270 000 hospitalisations par an et à peu près 20 000 décès par an. En Belgique, on a à peu près 500 000 infections par an avec une mortalité estimée aux alentours de 300 à 400 cas par an. Et on voit aussi dans les autres pays, en Allemagne par exemple. Aux États-Unis, c'est tout aussi important.
s'il y a 10 000 décès par an, 60 à 160 000 hospitalisations par an, et alors près de 1 million, dont 900 000 à 1,4 million de consultations, de contacts avec le médecin dus au RSV. Les symptômes, c'est des symptômes un peu comme tous les autres virus respiratoires. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est congestion nasale, maux de gorge, enrouement, toux, sibilance, dyspnée, expectoration. On peut avoir des symptômes un peu plus généraux comme des douleurs thoraciques. On a également la fièvre, des myalgies, la fatigue ou des céphalées. Et alors, par contre, chez les personnes âgées, comme je disais, les gens qui ont plus de 60 ans, quand ils ont une infection à RSV, ils peuvent faire des épisodes beaucoup plus sérieux, tant au niveau des voies respiratoires inférieures, faire des exacerbations plus répétées, surtout s'ils ont des comorbidités, et avoir des complications cardiovasculaires. Donc, c'est ce que je disais, voilà, plus de 60 ans, surtout quand ils ont des comorbidités, ils sont à risque accru, surtout les gens qui sont asthmatiques, BPCO, décompensés cardiaques, cardiopathie ischémique ou diabétiques, ils sont plus à risque de faire des complications au niveau général. Et alors, en plus, on sait avec ce qu'on appelle l'immunosénescence, avec l'âge, ils ont une immunité beaucoup plus fragile et donc les manifestations sont beaucoup plus importantes. On le voit d'ailleurs ici sur la diapositive en fonction de l'évolution de l'âge. Donc, quand on est au 5, 6, 7e décade de la vie, l'indice d'hospitalisation associé au RSV augmente. Et alors, surtout lorsqu'on a des comorbidités associées ici, l'asthme, la BPCO, les maladies cardiovasculaires, la décompensation cardiaque ou le diabète, l'incidence est encore plus importante pour que les personnes de cet âge-là puissent être hospitalisées. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis entre 2017 et 2020. Et alors, on voit, comment dire ça, les personnes qui sont diabétiques, BPCO ou asthmatiques, comment dire ça, le pourcentage qui représente des gens qui ont été hospitalisés et qui ont des comorbidités. Ça représentait, par exemple, pour la BPCO, près de 80% des gens qui ont BPCO font des complications quand ils attrapent une RSV, ou les asthmatiques, on est à 50%, et pour les autres insuffisants cardiaques, on tourne aux alentours de 40%. Alors, les infections virales respiratoires sont un facteur majeur d'aggravation. Par exemple, je veux dire, chez les BPCO ou chez les asthmatiques, le taux d'admission en hospitalisation est beaucoup plus important. Il peut faire des hyperréactivités aux allergènes et une altération de la réponse antivirale. Par exemple, chez un patient qui est asthmatique ou chez un patient qui est BPCO, il est beaucoup plus à risque de faire des affections respiratoires beaucoup plus sérieuses. Alors, on le voit également ici, quelqu'un qui a été infecté par rapport au RSV, on fait des prélèvements de manière répétée. S'il a été infecté de manière récurrente pendant l'année, on voit qu'il y a une dégradation beaucoup plus rapide, beaucoup plus importante au niveau de sa fonction respiratoire. Au plus il a été malade, au plus on fait des frottis répétés, au plus il fait la maladie, au plus il va dégrader sa fonction respiratoire. Alors, quant aux maladies, tiens, ça ne donne pas la même chose. Quant au RSV par rapport aux problèmes cardiovasculaires, on sait que le patient avec une maladie cardiovasculaire chronique sont à risque, surtout les personnes âgées, sont à risque de quelqu'un qui fait une infection respiratoire aiguë à RSV, il est beaucoup plus à risque de faire des complications plus importantes qui peut mener jusqu'à une évolution de la maladie cardiovasculaire en décompensation cardiaque, infarctus du myocarde ou une arythmie. Alors, on le voit, par exemple, quand quelqu'un a une coronaropathie, le RSV, je dirais, l'infection va catalyser, va aggraver le status au niveau cardiovasculaire. Je vais dire, il va déclencher une inflammation et déséquilibrer la plaque athéromateuse. Lorsque la plaque va être déstabilisée, on va mener jusqu'à une thrombose au niveau vasculaire et la thrombose aggrave le risque d'affection ou d'événements au niveau cardiovasculaire. On le voit ici, lorsqu'on regarde les complications cardiovasculaires suite à une infection par le RSV chez les personnes âgées, on voit que si vous comparez par rapport à la grippe qui est beaucoup plus fréquent que le RSV, on voit que le RSV est bien positionné également pour que lorsque la personne a attrapé le RSV, la grippe on connaissait déjà, mais on se rend compte que lorsqu'on fait une RSV, on est également beaucoup plus à risque, un risque accru de faire une complication au niveau cardiovasculaire. Alors ici, ils ont comparé les gens qui ont fait une grippe par rapport aux gens qui ont fait une RSV. Lorsque vous comparez en mauve, c'est les gens qui ont fait un infarctus
dans le décours de leur grippe, et c'est les gens qui ont fait un infarctus dans le décours de leur RSV. On a même l'impression qu'il y a un peu plus de maladies cardiovasculaires quand ils font une RSV que quand ils font une grippe. Et alors, l'évolution des gens qui ont qui ont attrapé une RSV et qui ont une cardiopathie sous-jacente, quand on voit l'évolution à 1 an, on voit qu'il y a une morbidité beaucoup plus importante. C'est quelqu'un qui a une maladie cardiovasculaire mais qui n'a pas le RSV. C'est quelqu'un qui a une maladie cardiovasculaire et qui n'a pas exacerbé. Et ça, c'est quelqu'un qui a une maladie cardiovasculaire et qui a exacerbé. On voit que la mortalité à 1 an est encore beaucoup plus importante, beaucoup plus grave que quand on n'a pas fait une exacerbation à RSV. Au niveau rénal, il y a également des complications. Quelqu'un qui a une insuffisance rénale chronique et chez qui il est à risque ou qui a contracté le RSV, on voit qu'il y a des complications plus importantes. Ils font beaucoup plus d'exacerbations également au niveau des voies respiratoires inférieures et ils sont également hospitalisés, voire ils ont une mortalité un peu plus élevée que chez quelqu'un qui n'a pas fait le RSV. Alors, quels sont les moyens de diagnostic et la prise en charge? Le diagnostic, on le sait, hein, c'est surtout, on fait un frottis au niveau nasopharyngé. On n'a pas encore de traitement. C'est qu'on fait surtout pour la prise en charge, c'est ce que je vais vous parler tout à l'heure, c'est surtout une prévention via la vaccination. Et alors, il faut gérer également, comme j'ai dit, toutes les complications et surtout comment dire ça, l'impact que ça aura au niveau de notre qualité de vie ou la perte d'autonomie du patient quand il a été atteint par l'affection. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme vaccin par rapport au RSV? Pour faire le vaccin vis-à-vis du RSV, le défi est important, il est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a une complexité des mécanismes immunologiques à l'infection RSV. Vu, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une faible immunité conférée par l'infection naturelle. Quelqu'un qui a été infecté par le RSV peut récidiver la maladie de manière récurrente pendant l'année. Donc, on n'acquiert pas une immunité complète. Ça, c'est 1. Et 2, il y a une différente conformation de la protéine F. Il y a une forme pré-fusion et une forme post-fusion. Et ça rend la tâche difficile pour créer un vaccin. L'autre complexité également, c'est que ça atteint plusieurs âges. Ça atteint les enfants, ça atteint les personnes âgées et qui ont une immunosénescence. Donc, je vais dire, le vaccin on produit beaucoup moins d'anticorps à leur âge. Et alors, parfois, c'est un peu plus important chez les personnes qui sont immunodéprimées. Donc, la question, c'est de savoir sur quels paramètres cliniques c'est basé pour faire le vaccin. 2 vaccins existent pour le moment sur le marché. Il y a le vaccin fait par GSK qui s'appelle Arexvy et le vaccin fait par Pfizer qui s'appelle Abrysvo. Ils sont là, vaccin GSK et vaccin Arexvy. Abrysvo de Pfizer. Alors, le vaccin de GSK ou Arexvy, c'est un vaccin qui est fait surtout en visant l'antigène, comme j'ai dit, la protéine F diffusion, auquel on y a rajouté un adjuvant pour optimaliser la réponse immunitaire. L'étude sur laquelle ils sont basés, c'est l'étude qui est partie d'un New England, je pense que c'était en 2022, si je me trompe pas, qui a été faite par le docteur Papi. C'était une grosse cohorte. Ils avaient 24 000 patients qu'ils ont subdivisés en 2 bras de 12 000 patients chaque bras, pour lesquels ils les ont vaccinés. Ils ont suivi certains paramètres. Je pense que je les ai mis ici. Ils ont suivi certains paramètres pour voir est-ce que le patient allait faire une infection respiratoire aiguë, est-ce qu'il allait faire une infection des voies respiratoires inférieures ou il allait faire une infection des voies respiratoires inférieures sévère. Donc, ils les ont suivis pendant 1 an et ils ont regardé qui est-ce qui a fait l'infection ou pas. Donc, ça, ils ont suivi pendant une saison. Et puis, ça, c'était l'objectif primaire. Et l'objectif secondaire, c'était voir également si quelqu'un qui a été vacciné, j'invente en 2024, est-ce que, donc, cette saison, il va bien répondre. Est-ce que l'année prochaine, le vaccin sera encore efficace? Donc, en saison 2 et en saison 3 pour voir un peu si le vaccin pouvait perdurer, si l'efficacité du vaccin pouvait perdurer les années qui suivent. Et qu'est-ce qu'ils constatent? Donc, l'objectif primaire, quand on vaccinait les gens, l'année qui ils ont été vaccinés, on avait 82% de réponses des gens qui ne faisaient pas d'infection des voies respiratoires inférieures sévères quand ils ont été vaccinés par rapport au RSV. Et alors, ça c'est par rapport à la saison 1, et quand on regardait la vaccination chez les personnes âgées présentant un risque accru, là également, on avait une bonne réponse. Quand ils ont des comorbidités, vous voyez, la réponse tourne aux alentours entre 92, donc 92 et 94% des bonnes réponses.
les gens qui ont été vaccinés, ils n'ont pas fait d'exacerbation ou d'épisodes infectieux aigus. Et alors, quand on regardait les personnes âgées qui, en plus, avaient des comorbidités, même chose, on a une bonne réponse qui tourne entre 92, voire les gens qui avaient des maladies endocriniennes associées, diabète et autres, ils ne faisaient quasi pas du tout d'exacerbation quand on les comparait par rapport au groupe placebo, chez qui ils n'avaient pas fait de vaccination. Et alors, on s'est rendu compte, quand on les a suivis, donc ça c'est l'objectif secondaire, la première saison, ils avaient 94% de bonnes réponses, et la saison suivante, ça tombait un peu, on était aux alentours de 66-67% de réponses. Ça, ils ont comparé, quand on compare les deux vaccins, tant celui de GSK que de Pfizer, l'efficacité est plus ou moins similaire, hein. Il n'y a pas de grosse différence. L'autre vaccin, c'est le vaccin de Pfizer, Abrysvo. Même chose, ici, c'est un vaccin par rapport à la protéine F de fusion. Ici, la particularité, c'est qu'il n'y a pas d'adjuvant, c'est juste le vaccin tout seul. Même chose, on vise la protéine F pré-fusion et post-fusion. Avec la particularité ici, c'est que c'est un vaccin, comme je montrais tout à l'heure, qu'on peut donner aux femmes enceintes. Quand on vaccine une femme enceinte, celui de GSK, on n'a pas encore l'autorisation pour vacciner les femmes enceintes, mais celui de Pfizer, si vous vaccinez une femme enceinte, le bébé va être prémuni pendant 6 mois et il ne fera pas de RSV. Alors ici, c'était l'étude Renoir. Ils avaient un peu plus de patients. Ils avaient 37 634 patients, 2 bras, même chose. Pendant un bras où ils ont vacciné les gens, l'autre bras où c'était le placebo, et ils ont regardé première saison et deuxième saison 2. Même chose, on a une bonne efficacité également pour les infections des voies respiratoires inférieures ou les gens qui ont une infection un peu plus grave. On a une efficacité qui tourne entre 67 et 85%. Vaccin bien toléré avec un profil d'innocuité acceptable et la plupart des réactions étaient d'intensité légère à modérée et transitoire. Et alors, comme j'ai dit, la particularité du vaccin de Pfizer, c'est qu'on peut le donner aux femmes enceintes. Donc, la FDA l'approuve. Donc, il faut vacciner la femme enceinte entre 24 et 36e semaine de la grossesse. Et quand on vaccine la femme enceinte, l'enfant est protégé, entre guillemets, jusqu'à 6 mois. Il ne fera quasi pas d'infection de voies respiratoires. En tout cas, il ne va pas contracter le RSV. C'est ce qui a été démontré par l'étude qu'on appelait l'étude Matisse, qui est parue, je pense, l'année passée. Oui, c'est ça, qui est paru l'année passée dans les New England. Et ils avaient, comparé 3680 femmes par rapport à 3676 femmes chez qui on n'a pas vacciné. Et on a suivi le bébé à la naissance. Et vous voyez la différence entre les bébés des mamans qui ont été vaccinés et les bébés des mamans qui n'ont pas été vaccinés. La différence est significative, hein. Ils font quasi pas d'infection chez les mamans qui ont été vaccinées. Donc, vaccin efficace, pas de signal de sécurité détecté chez les mamans ou chez les enfants quand ils naissent, il n'y a pas eu de complications particulières. Limite, par contre, il faut faire attention, ils n'ont pas démontré par rapport aux femmes à grossesse à haut risque. L'étude il y avait 3000 patientes quand même, mais bon, ils ont dit qu'il faut encore le faire de manière beaucoup plus large. Faire attention dans les pays à faible revenu, c'est juste pour dire qu'ils ne voulaient pas extrapoler leurs données. Alors, par contre, chez les bébés, il n'y a pas de vaccin, malheureusement, pour le moment, chez les bébés, vis-à-vis du RSV. Qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des anticorps monoclonaux. En Belgique, on ne l'a pas encore, mais je pense qu'en France, on l'a. Il y en a 2, mais j'en ai repris surtout celui-là, parce que celui-là qui est, je dirais en Belgique, qui est à la porte d'obtenir l'AMM, l'autorisation. C'est le Nirsevimab, ou le Beyfortus. C'est un anticorps monoclonal pour la prévention du RSV qui a une demi-vie entre 63 et 73 jours et une durée de protection de plus ou moins 5 mois. Et alors, on donne au bébé, on peut le donner soit avant la saison, donc entre avril et août, ou pendant la saison, entre octobre et mars. Et alors, l'enfant est protégé pendant plus ou moins 5 mois et il est protégé pour ne pas faire une infection des voies respiratoires inférieures. Alors, pour finir, j'ai repris une étude qui a été faite ici au Maroc. C'était le professeur Abdelrahman Bimouhen. Je pense qu'il est de Rabat, je pense, si je ne me trompe pas, qui a suivi l'épidémiologie du RSV ici au Maroc. Donc, il a pris un échantillon donc il a suivi les gens entre 2000
je pense que c'était 2012 à 2017. Il a fait les frottis chez toutes les personnes entre de un mois, c'est qui était rigolo, jusqu'à 99 ans. Il a fait le frottis et puis il a fait une analyse du génome viral de tous les patients qu'il a frottés. Vous voyez, c'était une population assez homogène et donc il a pris des bébés jusqu'aux gens presque 99 ans. Il y avait quasi autant d'hommes que des femmes. Et les gens, ils avaient des symptômes qui correspondaient au RSV, il y avait un peu de tout. Ils toussaient, ils avaient de la fièvre. Il a collégé les patients qui étaient positifs par rapport aux patients qui étaient négatifs. Il a collégé aussi les gens qui avaient des symptômes respiratoires, mal de gorge. Il a regardé pendant la saison dans laquelle il a fait le prélèvement où les gens étaient positifs. Alors, ce qui est rigolo, dont c'est tombé comme par hasard, j'ai vu que la grosse majorité des gens qu'il a frottés venaient de Fès. Tiens, il y avait surtout 240 patients qui venaient de Fès et puis il y en avait un peu moins de Rabat, de Marrakech, ainsi de suite. Est-ce qu'il peut-être qu'il y avait beaucoup plus de RSV à Fès, je ne sais pas. Il a fait une analyse génomique de tous les virus qu'il a prélevés. Et alors, comme vous voyez, il a collégé, donc de 2012 à 2017, vous voyez l'évolution du virus. C'est à peu près un peu comme chez nous, en fait, hein, à peu près donc c'était plutôt fin de l'année, je dirais janvier jusque plus ou moins avril. En 2012, avant le virus, c'était un peu plus tôt. Ça arrivait plus ou moins entre octobre et mars. Et puis, ça progressivement. Mais j'imagine aussi, au plus il testait, au plus il trouvait, il a testé un peu plus vers la fin que vers le début. Alors, qu'est-ce qu'il a constaté? Sur 3679 échantillons collectés entre 2012 à 2017, il y a eu 726, soit 19% qui étaient positifs pour le RSV. 35% de ces patients qui étaient positifs étaient surtout du sous-type A, tandis que 61% étaient plutôt du sous-type B. Le taux de co-infection, c'est-à-dire les gens qui faisaient en même temps le RSV et en même temps les autres virus dans la grippe, tournait aux alentours de 4%. La période où on retrouvait plus de RSV, donc lui, il a extrapolé pour tout le Maroc, il disait c'était d'automne jusqu'à peu près début de printemps. Les génotypes du RSV qui a été confirmé, ces 127 personnes étaient du spécimen A et B, comme j'ai montré tout à l'heure, et tous les RSV étaient du génotype ON1 et les autres étaient du génotype BA9 et puis RSV, BA10. Donc ON1, BA9 et BA10. Et alors, il y avait certaines variations de la chaîne d'acides aminés du gène G. Donc, pour dire que l'affection n'est pas rare, elle existe bien aussi ici et que la proportion est non négligeable. En conclusion, chez nous, donc en Belgique, la vaccination, parce qu'on n'a pas encore le remboursement, on a l'autorisation, mais le médicament n'est pas encore remboursé. Mais en tout cas, en Belgique, on le recommande. En tout cas, on peut le proposer, peut-être proposé sur base individuelle aux patients au risque de plus de 60 ans, présentant au moins un facteur de risque de maladie grave à RSV. La dose recommandée, une seule injection IM, on le fait un peu pendant la période d'hiver. Compte tenu de la saisonnalité pré-Covid du RSV, septembre-octobre sont le mois préféré pour se faire vacciner. Et puis, donc, on a les deux vaccins. Pour le moment, on a surtout l'Arexvy, celui du GSK, qu'on recommande pour les patients. L'autre viendra peut-être dans un second temps.